Bon, bah c'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le show du lundi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live de rentrée. Et ouais, aujourd'hui c'est rentrée des classes, rentrée des crasses. Je pense que si vous avez des enfants, ils doivent pas être super méga ravis aujourd'hui. Après, tout le monde ne rentre pas aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui doivent rentrer. Ça s'étale jusqu'à mercredi, je crois, plus ou moins. Je crois que ma dernière fille elle rentre demain après-midi au lycée. Donc elle a encore un tout petit peu de rab, mais pas beaucoup. Donc voilà, l'été c'est fini, les vacances d'été c'est fini. On va reprendre une bonne année comme d'habitude. Donc bonjour le Viking, bonjour Stéphane, bonjour Ribos, bonjour Laurent Chélus, bonjour tout le monde. Je vois pas forcément qui est sur le live là, je regarde pas tous les participants en temps réel. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, il fait même relativement chaud. Là, j'ai la fenêtre je crois, qui est un peu ouverte. Donc, j'espère que j'aurai pas trop de bruit à l'extérieur qui viendront parasiter le micro. Sinon, je serai obligé de fermer. Il fait super chaud. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous ou dans vos entreprises respectives, mais apparemment, aujourd'hui, ça va taper. Donc, comme je le disais tout à l'heure sur Twitter, j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui, pas mal de choses à échanger avec vous. Il y a l'ami Titi Moby qui stream juste après, donc on fera le petit raid des familles comme on fait d'habitude. Et puis voilà, installez-vous, on fait comme d'habitude. Vous êtes ici chez vous, c'est votre live du lundi midi. On est entre nous, mangez votre petit sandwich, mangez votre petite salade, prenez du bon temps, on va discuter, rester ensemble, allez dans les 40 minutes qui viennent à peu près. Donc le Viking, tu dis, il fait bon, il fait 26 degrés. Et il fait 26 degrés chez toi, je pense qu'il doit faire à peu près, ça doit être ça, 25-26 degrés ici à Massy. Ça va, c'est encore supportable, mais là comme je suis dans ma pièce où je stream et qui fait... c'est un peu fermé, donc il fait un peu chaud. Et j'ai un immeuble qui capte très facilement la chaleur, parce que plus mon appartement est orienté sud-ouest, donc en fait il fait chaud toute la journée, avec des grandes baies vitrées et tout, qui prennent bien la chaleur. Donc ici il fait tout de suite très chaud.
Bon, bah allez, on va commencer tranquillou. Je sais pas. Salut René, bienvenue, bienvenue. Donc on va commencer tranquillement, tranquillement. Alors toi, Laurent, tu dis il doit faire déjà 30-35 attendus dans l'après-midi. Pouah, on va faire plouf dans la piscine. Ah bah je t'envie. J'aimerais bien avoir la piscine pour faire plouf dedans. Faire, si j'avais une piscine, je crois que je ferais le live directement depuis la piscine. Il me semble que Sébastien Blanc a déjà fait ça de par le passé, un stream live depuis sa piscine. Ça, c'était un moment épique. Bon, allez, on va commencer tranquillement, bah oui, par les news. On va faire le petit tour de Twitter parce que ça a été, j'ai eu pas mal d'activités ce week-end. Et donc, pour vous reparler de ça là, il y a 39 ans, en septembre 1984, sortait l'Amstrad CPC 464 en France. C'est important parce que c'est quand même une machine qui a quand même marqué son histoire. En tout cas, au-delà de la machine, l'Amstrad CPC 464, mais la gamme Amstrad CPC en France, c'était une gamme de machines qui a réellement marqué l'histoire de la micro-informatique en France. Donc j'ai eu un succès assez terrible, je trouve, pour ce post, que je l'ai posté à l'arrache. Je me suis dit, ah ouais, tiens, en fait, en septembre, c'était la sortie de l'Amstrad CPC 464 en France. Donc pour l'instant, 747 j'aime, 29 citations, 91 retweets, donc c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai mis en plus effectivement les quelques pubs qu'on pouvait trouver à l'époque. Alors pas tout à fait à sa sortie, cette pub-là, c'était peut-être juste à sa sortie à peu près, 2990 francs. TTC pour la version monochrome vert et 4490 francs TTC à l'époque pour la version couleur. Ça, c'était les prix à la sortie. Ce qui était quand même, ce qui rendait l'ordinateur lui-même quand même relativement accessible, parce que, on va dire, corrigé d'inflation, globalement, 4490 francs, ça doit correspondre à un peu plus de 1000 euros en euros de 2023. Voilà. Donc, ce qui est relativement accessible pour l'époque, rappelons-le, et à une époque où la micro-informatique n'était pas vraiment démocratisée, c'était vraiment le début. Et sur le marché, on trouvait quelques machines déjà, mais pas aussi abouties, je pense, dans le concept que l'Amstrad. L'Amstrad ne s'est jamais vraiment battu sur les capacités techniques, puisque les capacités techniques de la machine étaient, on va dire, pas forcément au top du marché, comparé par exemple à un C64 qui avait une gestion de sprite en hardware et un chip sonore qui était plus évolué que l'AY3 8910, en tout cas 8912, qui était intégré à la machine. Effectivement, le C64 sur le papier était plus évolué en termes global d'ordinateur. Par contre, avec un CPU qui était moins puissant, parce que le Z80 est quand même a des performances et une facilité de programmation qui est un peu plus évoluée que le C1502. Mais bon, globalement, l'Amstrad CPC est arrivé sur ce marché, pas forcément avec des gros avantages technologiques. Par contre, là où ils ont fait extrêmement fort, c'est qu'on achetait la machine, il y avait l'unité centrale, le moniteur, c'était un tout en un. Et ça, c'était entre guillemets une révolution, dans le sens où vous sortiez la machine de l'emballage. Moi, je l'ai vécu à l'époque, vous sortiez la machine de l'emballage, vous branchiez l'unité centrale avec un jack sur le moniteur pour avoir l'alimentation, vous branchiez la prise de courant toc dans le mur, et évidemment il y avait aussi le branchement d'une fiche DIN pour avoir la sortie vidéo, donc sur l'unité centrale. Donc deux fiches à brancher plus le courant, vous appuyez sur on et la machine était directement exploitable comme ça. Ce qui changeait de la plupart des machines de l'époque, puisque les machines de l'époque, beaucoup allaient se connecter sur le téléviseur familial, et donc allaient monopoliser le téléviseur familial, parce que quand on utilisait l'ordinateur, bah, effectivement on n'utilisait pas autre chose. Et à l'époque, remettons-nous dans le contexte, des foyers qui avaient plus d'un téléviseur, c'était quand même plus rare, on va pas se mentir, puisque c'était quand même encore assez onéreux. Et puis bon, voilà, c'est une autre époque, hein. On n'avait pas les écrans plats, tout ça, etc. Une télé cathodique petite, monochrome couleur, c'était un petit investissement. Et donc le fait d'avoir un ordinateur tout en un, prêt à l'emploi, et qui ne monopolise pas la télé, qu'on puisse comme ça installer à ce prix-là, c'était quand même assez intéressant. Donc voilà. Salut Rum Game, salut Satskull Orificiel.
Orificiel, bravo. Donc Amstrad, ouais. Donc Rome Game, tu dis d'ailleurs la scène homebrew et la démo scène est hyper active en France et en Espagne notamment. Ouais, et tout à fait. Et c'est là aussi où Julien en venir. C'est-à-dire que la gamme Amstrad CPC s'est vendue globalement à un peu plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Donc principalement l'Angleterre, la France, l'Espagne et un petit peu les États-Unis. Il faut savoir que la version 60 Hz a été distribuée aux États-Unis. Elle a eu un succès confidentiel, mais pas dont elle n'a pas forcément à rougir. Mais effectivement, les 3 pays vraiment sur lesquels l'Amstrad CPC a été vendu, c'est principalement l'Angleterre, la France et l'Espagne. Et la France, il s'en est vendu sur toute la gamme CPC plus d'1 million d'exemplaires en tout, donc plus d'un tiers du marché. Donc ça a eu un succès quand même considérable. Et je pense le fait d'avoir des machines qui étaient abordables, des machines effectivement qui monopolisaient pas le téléviseur familial. Donc ça a vraiment, ça a énormément joué sur son succès, je pense. Et si je reprends, hop, je vais repartager mon écran. Zou. Un peu plus d'un an plus tard, en tout cas quelques mois plus tard, est arrivé l'Amstrad CPC 664, pardon, qui était globalement un 464 avec un lecteur de disquette au lieu d'un lecteur de cassette. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que charger les jeux ou les logiciels depuis les cassettes, c'était quand même relativement long. Mais l'Amstrad CPC 664 n'a pas eu beaucoup de succès. C'était un ordinateur qui était entre guillemets mal né. C'était vraiment une version intermédiaire pour faire patienter jusqu'à l'arrivée du 6128 qui était prévu. Et en fait, le 664 ne s'est pas très bien vendu parce que il y a eu de la com sur le fait que le 6128 avait donc avec 128 K de RAM, avec un lecteur de disquette intégré, etc. arrivait. Ce qui fait que les gens ont préféré patienter plutôt que de se jeter sur un 464 amélioré, donc avec un lecteur de disquette. Puisque c'était globalement exactement la même machine. Il y a juste la vidéo gateway qui a un chip à l'intérieur qui évolue un petit peu, qui chauffait moins et tout ça, mais globalement ça faisait aucune différence par rapport à un 464. Mais on restait sur un 464 avec un lecteur de disquette, sachant qu'en mettant un petit peu plus d'argent juste après, on pouvait avoir un 6128, donc avec 128 kilooctets de RAM, ce qui était quand même pas anodin, un lecteur de disquette intégré, et donc le 6128 a été vraiment le fer de lance de la gamme Amstrad, donc 6128 qui est arrivé donc un petit peu plus, à peu près un an après le 464 sur le marché en 85. Je me souviens plus exactement quel mois c'est arrivé en France, en 85, mais en 85 en tout cas on avait l'Amstrad 6128, ce qui a mécaniquement fait baisser les coûts du 464 puisque le 464 devenait accessible à 1990 francs à l'époque pour la version monochrome et 2990 francs pour la version couleur. Et sachant qu'effectivement au début l'Amstrad 6128 était à un peu plus de 4000 francs puisqu'il prenait à peu près les prix du 464 quand il est sorti, et peut-être en 86 peut-être les prix ont baissé et le 6128 est devenu accessible à 3990 francs dans sa version couleur, et je crois 2990 francs dans sa version monochrome vert. Donc c'était quand même des machines qui étaient quand même assez vraiment accessibles. Et moi j'ai eu un ZX81, enfin 2 ZX81 sur lesquels j'ai commencé. Puis ensuite un Amstrad CPC 6128. Et je me souviens donc des pubs, là, cette pub que je vous affiche à l'époque, qui donc passait dans les magazines et à la télé, où il disait effectivement, il jouait sur la bataille du prix, le fait que ce soit tout en un. À ce prix-là, en fait, tout est compris. Vous avez le moniteur, vous avez tout, vous avez les manuels, vous avez tout ça, tout est compris, sauf le vendeur. Ça me rappelle, je crois que c'est une pub qui est peut-être dû sortir en 87 ou 88, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est toute une époque, toute une époque. Donc ça, pas mal donc de retweets et de partages et de j'aime sur ce petit tweet que j'ai fait ce week-end. Donc ça fait plaisir. Et donc l'année prochaine, on fêtera dignement les 40 ans de l'Amstrad CPC. 40 ans déjà, ça rajeunit pas. Hein. Donc Satsucule officiel, tu dis Bomb Jack avait un time-out une fois le jeu chargé. Si pas d'activité, il fallait repartir des plombes de chargement avec le 464. Ah, c'est possible, ouais. C'est vrai que de toute façon, une fois qu'on chargeait un jeu, que ce soit en cassette ou en disquette, de toute façon, on y jouait pendant un certain temps. Et puis ensuite, on passait à autre chose. Mais c'est vrai que pour le 464, une fois qu'on avait, pour tous les ordinateurs à cassette, là pour le coup, de l'époque, le ZX81, le 464, le C64, etc. Eh bien, une fois que le jeu était chargé, on essayait d'en profiter le plus possible en espérant qu'on ne tombe pas sur un bug qui fasse que ça plante et qu'il faille repartir dans 10 minutes de chargement du jeu depuis la cassette. Donc Laurent, tu dis programme prévu, installe de ton émulateur, ça coule, super.
Alors, sachant que mon émulateur, pour rappel, il n'y a pas encore le support du son, mais ça, je vais y revenir à la fin du live. Installe de vieux jeux, Madeleine, donc Barbarian, ouais, cool, Barbarian. Grisor, ça c'est un super jeu, pour moi, c'est de loin un des meilleurs jeux sur Amstrad CPC, parce que la conversion donc, qui est du jeu d'arcade qui à l'époque s'appelait Contra, la conversion Amstrad CPC est l'une des meilleures conversions qui ait été faite de Contra. Arkanoid, évidemment, Gauntlet. Je pense que tu peux aussi, on peut citer Commando. Commando qui était pareil, une super conversion de la borne d'arcade, vraiment très très bien réalisée. Ikari Warriors, très très bon jeu. Et moi, un de mes préférés, un jeu en 3D isométrique, c'est Head Over Heels. Head Over Heels, qui est le jeu pour lequel finalement, de tout début, il y a 22 ans, bah, je me suis lancé dans la création de mon émulateur d'Amstrad CPC. Ouais, voilà. Bon, bah, on va passer aussi à la suite, on va avancer, parce que sinon on va largement déborder pour notre ami Titi Bobby. Ouais, très très bon. Commando et Ikari Warriors, très très bon jeu. Donc je voulais aussi vous partager ce truc-là qui m'a fait aussi rigoler de programmeur mort qui nous fait de l'assembleur en Scratch. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo en se disant bah oui, mais au final oui, on pourrait avoir un assembleur en Scratch comme on peut avoir pour beaucoup de langages. Bon, après, ce qui est dommage, ce que j'ai relevé, c'est que ils ont essayé de faire un truc, je dirais humoristique, mais au final leur code ici il est buggé. Donc pour la petite histoire, je disais là en fait ce que ça implémente cet assembleur, c'est l'appel de l'appel système write sous Linux en version 32 bits. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que donc il dit one clicked, ouais, bon, admettons. Donc on a un événement et on charge 1 dans le registre EAX. Donc effectivement on sera en assembleur x86-64. Donc ce serait le registre RAX. Qui est donc le registre étendu 64 bits. EAX, c'est le registre étendu 32 bits. Donc, ce qui nous fait dire qu'on est sur une architecture 32 bits. Ensuite, XOR EBX, EBX. Donc, on fait un XOR de EBX avec lui-même, ce qui a tendance à réinitialiser le registre EBX à 0. Et ensuite, on appelle int80, donc on déclenche l'interruption logicielle 0x80, qui est sous Linux le moyen de passer de l'espace utilisateur à l'espace noyau, pour pouvoir donc appeler l'appel système. Donc ça c'est intéressant. Donc après ce que je voulais dire, ce que je disais, c'est que donc on appelle l'appel système write, puisque l'appel système il est codé son numéro par son numéro dans le registre AX, donc EAX en 32 bits ou RAX en 64 bits. Donc l'appel système 1 correspond à l'appel système write. Et ensuite, en paramètre, on va passer en paramètre le file descriptor dans lequel on veut écrire. Et là, comme on fait XOR EBX, donc on va écrire dans le file descriptor 0 qui, comme vous le savez, est le file descriptor stdin. Donc en fait, on va essayer d'écrire dans stdin, sachant qu'en plus, on ne passe pas les paramètres suivants qui sont le buffer et la taille de buffer. Donc je pense que ce code est buggé, mais bon, ça a eu le mérite de me faire un petit peu rigoler en voyant ça. Voilà, donc c'est... ouais, voilà, donc magnifique. Comme tu dis, Idriss, salut Idriss, bienvenue sur le live. Ensuite, je voulais vous parler, on va passer sur les petites news habituelles. Et par quoi on commence? Par quelle news on commence toutes les semaines? Eh ben, on va commencer par les news kernel. Ouais, je l'ai posté ça aussi sur Twitter. J'ai trouvé cette petite bouteille d'huile de tournesol, pardon, dans mon magasin Intermarché favori qui est pas très loin de chez moi. Et donc, quand j'ai vu, on devait racheter de l'huile, et en voyant ça, je me suis dit, de l'huile kernel, ça, il fallait y penser. Elle est pour moi, celle-là. Je crois que ça va devenir ma nouvelle marque d'huile favorite. Donc, blague à part, on va donc démarrer sur les infos du noyau Linux. La semaine dernière, je vous parlais de la sortie finale du noyau Linux 6.5. Donc la version 6.5 étant sortie, on passe dans un temps pour lequel il reste encore un petit peu de développement sur la 6.6, et on va bientôt rentrer en fenêtre d'intégration. Donc pour l'instant, on n'a pas encore commencé la fenêtre d'intégration du noyau Linux 6.6, ça ne devrait pas tarder.
Ça devrait être cette semaine ou la semaine prochaine, Linus Torvald devrait passer en fenêtre d'intégration. Et donc, quelles sont les news essentiellement pour le noyau 6.6? Alors, outre les ajouts de pilotes habituels, les corrections de bugs, etc., etc., etc. Donc, j'en avais parlé. On va avoir une nouvelle toolchain, un upgrade de la toolchain Rust. Donc, tout ça pour dire que Rust continue son petit bonhomme de chemin dans le kernel. J'en parlais déjà la semaine dernière. Ça fait quelques temps que je vous en parle. Donc, on va bumper vers Rust 1.71. 1, voilà, c'est ça. Et donc après viser pour la 1.72. Ce bump de toolchain va s'accompagner aussi de mise à jour aussi de l'infrastructure interne du noyau Linux, c'est-à-dire vraiment tout le lien qui permet de faire en sorte que toute la partie de l'API Rust puisse dialoguer avec l'API C. Donc il y a pas mal de mises à jour. Donc c'est quelque chose qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc pour rappel, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de travaux sur des pilotes ou des petites modifications au niveau de l'infrastructure du noyau en Rust. Mais voilà, tout est déjà en place pour que ça se fasse et que ça se fasse progressivement. Et je pense que dès lors, on aura un pilote majeur écrit en Rust, on en entendra assez rapidement parler. Voilà, donc ça c'est une des news principales. Et la seconde news principale, qui devrait impacter globalement personne au moment où je vous parle, c'est le retrait du file system RazorFS qui a été officiellement déclaré obsolète. Il avait été déjà déclaré en obsolescence au cours du noyau 5, c'était, je sais plus, oui c'est ça, c'est marqué, c'est 5.18. Il avait été mis en des temps dépréciés parce qu'il y a quelques distributions qui en ont fait son système de fichiers il y a plusieurs années de ça. Et donc ce système de fichiers a été déprécié parce que il est extrêmement peu utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été remplacé par des file systems, par exemple EXT4 ou ButterFS, parce que ce qu'apportait RazorFS il y a plus de 20 ans de ça, c'était vraiment des fonctionnalités qui n'existent pas, la journalisation, le fait d'être extrêmement performant sur des répertoires qui contiennent des milliers et des milliers et des milliers de fichiers. Voilà, donc RazorFS apportait quelque chose qui à l'époque n'existait pas, notamment au niveau des performances, au niveau de la façon de gérer les fichiers de façon très efficace, et notamment quand il y a beaucoup de petits fichiers. Mais tout ça aujourd'hui, XT4, ButterFS et les autres file systems ont déjà comblé le vide de ce côté-là, leur vide en termes de fonctionnalité. Et aujourd'hui, RazorFS n'est plus utilisé. Voilà. Donc il était gardé jusqu'à présent pour des raisons de compatibilité et pour les gens, s'ils avaient des file systems en RazorFS, de pouvoir récupérer leur data et de migrer sur des nouveaux systèmes de fichiers. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être de le maintenir. Voilà. Et même à l'époque, il y a une vingtaine d'années, RazorFS restait utilisé de façon relativement confidentielle. C'était pas le file system, on va dire, de choix, voilà, pour pouvoir l'utiliser. D'autant que dans certains cas, RazorFS, je crois que c'était en version 2 ou 3, était connu pour avoir quelques petits bugs, notamment en cas de coupure de courant. Il y avait flush de metadata dans certains cas qui pouvait rendre le file system légèrement corrompu. Donc c'est quand même pas super heureux. Ça avait été corrigé, je crois, dans RazorFS 4. Voilà. Et pour la petite histoire, rappelez-vous, Razor n'est pas qu'un file system, mais est aussi une histoire assez glauque, puisque le concepteur, Monsieur Razor, le concepteur de ce file system, a été accusé et condamné aux États-Unis pour avoir tué sa compagne et dissimulé son corps. Il a été poursuivi pour ça. Il a fini par avouer où était dissimulé le corps, et donc il purge une peine de prison, pardon, pour cet assassinat. Donc c'est, vous voyez, comme quoi, même dans le code, on peut avoir des gens un petit peu foufou, on va dire, et un petit peu glauque. Bref, donc tu disais, alors je remonte, tu as le GPU pour les Mac M1 et M2 écrit en Rust. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, René. Les drivers GPU ils sont écrits en Rust par Asahi, pour Asahi Linux.
Mais globalement, il y a aujourd'hui sur de l'usage de l'usage courant sur des, par exemple, des pilotes graphiques, sur des autres architectures, etc. Il n'y a pas encore beaucoup de pilotes qui existent, de pilotes majeurs, hein, j'entends, qui existent. Pourquoi? Parce que il y a pas forcément beaucoup de matériel dont on écrit le pilote de zéro. Donc ça va mettre un petit peu de temps et peut-être qu'effectivement, je n'ai pas regardé, mais il existe très probablement dans le noyau des développeurs qui se sont dit, tiens, je vais réécrire tel pilote de zéro en Rust pour X ou Y raison. Mais bon, réécrire des pilotes, ça veut dire prendre le risque aussi de créer du bug. Donc, c'est pas forcément évident de se dire, bah, je vais réécrire tel ou tel pilote ou telle partie du noyau en Rust, sachant qu'au début, de toute façon, Rust est là pour justement écrire des pilotes et on ne touche pas à l'infrastructure de gestion du noyau, c'est-à-dire la gestion de la mémoire, la gestion des processus, etc. Ça restera en C pendant encore un certain temps. Salut Backup MySpare. Voilà pour cette partie consacrée au noyau Linux. Sinon, je voulais vous signaler la sortie de Armbian, la sortie de la version 23.08.1, donc qui est sortie le 1er septembre, donc c'était vendredi. Donc Armbian, qui est une Debian spécialisée historiquement ARM, mais aussi qui s'ouvre au RISC-V, spécialisée pour les single board computers. Qu'on ne présente plus, comme les Raspberry Pi, les Banana Pi, etc. Et tout ce type de SBC. Donc, si vous êtes utilisateur, utilisatrice de Armbian, n'hésitez pas à faire une petite mise à jour, allez à tester. Moi, j'ai vu la news ce matin, donc je n'ai pas encore téléchargé, je n'ai pas encore testé. Mais globalement, on peut noter, c'est une version mineure parce qu'il y a un petit correctif qui a été rajouté un peu récemment. Sinon, quelques supports et meilleurs supports de cartes déjà existantes, support de nouvelles cartes, upgrade du noyau. Enfin des petites choses habituelles. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, vous voyez à l'écran les différentes les tâches qui sont closes sur le projet. Donc pas mal de supports, de nouveaux supports matériels, des bugs qui ont été corrigés. Les nouvelles images qui ont été créées, voilà. Donc c'est une distribution de choix, je pense, pour vos single board computers, en tout cas à essayer, ça, notamment pour les Raspberry Pi ou autres cartes, qu'elles soient donc basées sur ARM ou RISC-V, puisque ils implémentent aujourd'hui le support du RISC-V. Donc là, allez sur le site Armbian, c'est armbian.com. Et vous aurez toutes les informations concernant cette distribution et comment les installer sur votre single board computer favorite. Voilà pour cette news. Ensuite, je suis tombé sur un petit article très rapidement sur Linux Journal dont le titre c'est Unix versus Linux, What is the difference? Pardonnez-moi pour mon accent anglais totalement pourri, j'ai un accent de merde. Qui essaye donc de comparer Unix et Linux, c'est quoi la différence principale. Donc l'article, c'est pas un article foufou qui va vous dire dans le détail il y a telle ou telle différence. Il revient essentiellement sur le contexte historique, c'est-à-dire Unix, d'où ça vient, comment ça a été créé, Linux, comment ça a été créé, les différences en termes de licence. Donc rappelons que Linux n'est pas Unix, et ça je vais y revenir juste après. La façon dont sont conçus le noyau et l'architecture et la partie communauté. Bon, c'est un tout petit article, hein, il est lu vraiment en 3-4 minutes, montre en main. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour l'article en lui-même, mais c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Salut Manon 4096. Salut Bellegarde du Nord. La différence fondamentale entre Linux et Unix, c'est vrai que c'est quelque chose
enfin, que j'entends assez régulièrement, je crois que j'ai déjà d'ailleurs dû l'exprimer dans un live de par le passé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui confondent, par exemple, beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, macOS, on dit souvent c'est une base Unix, et ils disent ah ouais, mais macOS il tourne sous Linux. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. macOS il tourne sur une BSD plus ou moins modifiée avec un micro-noyau Mac MACH, hein. Donc qui a été conçu à l'université Carnegie Mellon, si ma mémoire est bonne. Donc Unix, c'est une chose. Unix a été développé, rappelons-nous, par les laboratoires Bell, ensuite repris par AT&T, qui a fait System 5. Ça s'est scindé en deux branches principales, si je résume. La branche donc System 5, la branche plutôt Berkeley, donc d'où est venue la Berkeley Software Distribution, qui est arrivée ensuite sur le BSD. Et Linux, c'est vraiment, à la base, rappelons-le déjà, Linux en lui-même n'est pas un système d'exploitation. Linux est un noyau. Linux tout seul ne fait pas grand-chose. Linux a besoin d'un environnement autour de lui pour tourner. Voilà. Alors maintenant, tu dis, je te dis pas l'ambiance à Berkeley entre les free open et PC. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, Linux est un noyau à la base. C'est pour ça que, pour être correct, on devrait dire GNU Linux, puisque la plupart du temps, le noyau Linux est accompagné des outils du projet GNU. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. La preuve en est, et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est par exemple Android. Android est basé sur un noyau Linux, et tout ce qui est autour, et il y a quelques outils GNU, mais tout ce qui est autour, c'est pas forcément du GNU. Il y a des outils qui sont développés par Google. L'arborescence du système de fichiers est très loin, enfin, est assez loin, on va dire, d'une arborescence Unix classique, etc. Linux en lui-même, c'est un noyau donc, qui a été développé par Linus Torvald début des années 90, donc, qui a permis finalement à assembler aux outils GNU qui existaient déjà depuis 1984 de mémoire, donc créé par Richard Stallman, permettait d'avoir un système de type Unix, et je dis bien de type Unix, qui ressemble à Unix, mais qui n'est pas Unix, parce que Unix, c'est une trademark. On n'a pas le droit d'utiliser la marque Unix sans payer les royalties, etc. Et donc, voilà, donc c'est une marque, hein. On ne peut pas se dire qu'on est Unix, mais on est compatible Unix. Et d'ailleurs, Linux est compatible Unix, et il est compatible POSIX. Linux en lui-même n'est pas un système POSIX, dans le sens où le noyau lui-même n'est pas certifié POSIX, parce que pour être POSIX, il faut passer des certifications. Donc il y a des suites de certifications qui permettent de dire, voilà, telle version du noyau du système est certifiée POSIX, telle version, etc. Et on va dire l'organisme POSIX va dire, ok, moi je signe avec le sang le fait que votre système d'exploitation, il est certifié POSIX, telle version. Voilà. Donc, mais par contre, sans forcément être certifié POSIX et sans être un Unix, Linux est un système de type Unix qui permet donc de recompiler et de pouvoir exploiter assez facilement des logiciels qui ont été développés à l'époque pour des systèmes Unix ou pour des systèmes POSIX. De la même façon, par exemple, si vous prenez le système d'exploitation QNX, qui a été très utilisé dans le domaine de l'embarqué et qui continue à utiliser d'ailleurs dans ce domaine-là principalement, n'est pas un système Unix. Il ressemble à un système Unix, de loin. Il est compatible POSIX, et d'ailleurs je crois que pour les versions Pro, il est certifié POSIX, me semble-t-il. Mais voilà, ça vous permet de pouvoir utiliser du code source et de le compiler sur QNX sans forcément à ce que ce soit un système Unix. Donc voilà. Donc l'article revient un petit peu sur ces points de détail. Et puis il y avait évidemment l'aspect, un gros aspect, c'est l'aspect licensing. Comme je le disais, Unix, c'est quelque chose qui est sous licence, qui est une trademark. Vous ne pouvez pas dire mon système est un Unix alors que c'est du Linux. Voilà. Hey, salut Fabien, ça fait plaisir de te voir. Et donc, tout ça pour dire que, par contre, ça n'empêche que Linux, en fait, on devrait dire GNU Linux ou tout ce qui est autour, /Linux, pour dire j'utilise le noyau Linux et dedans, j'utilise le noyau Linux et dedans, j'utilise les outils, par exemple le GNU pour avoir les coreutils, les netutils, donc tout ce qu'on peut retrouver sur une ligne de commande et éventuellement avoir donc un serveur X qui fonctionne ou si on va plus loin, si on est un peu plus, on va plus dans la modernité, si je puis dire. Salut Anthony. Utiliser comment ça s'appelle Wayland, voilà. Bon.
Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur ces détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent Unix, Linux, qui font aussi avec Mac. Mac, ça tourne sous Linux. Non, mais, même si tous les systèmes se ressemblent, chacun ont des spécificités. Alors aujourd'hui, des systèmes vraiment Unix, on en voit quasiment plus sur le marché. Ils sont utilisés de façon très 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 confidentielle à certains endroits. On peut dire que Linux a cannibalisé le marché, GNU Linux a cannibalisé le marché. Mais en tout cas le marché professionnel du serveur principalement. Mais en tout cas, un code qui a été écrit il y a plusieurs années pour un système Unix propriétaire, s'il était bien écrit, vous pouvez le recompiler sous un système GNU Linux ou sur un BSD et potentiellement aussi donc, sur un Mac, puisque c'est une couche BSD en dessous. Voilà. Linux is the new Microsoft. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. La seule différence, c'est qu'il y a pas la volonté dans le monde Linux de forcément de dire prends le marché, embrasse-le et puis étouffe-le. Vous connaissez Embrace, Extend and Extinguish, donc les fameux 3 E de Microsoft, puisque derrière Linux, entre guillemets, il n'y a pas de volonté commerciale, c'est-à-dire que ça a cannibalisé le monde du serveur, et je pense que les entreprises se sont emparées de Linux de façon globale, parce que en fait, ça revenait moins cher, ça permettait d'éviter de payer des licences, etc. Et puis la souplesse, le fait d'avoir accès au code source, voilà. Donc c'est un peu différent de ce côté-là. Sinon, je voulais vous partager aussi aujourd'hui, j'ai trouvé un petit article, pareil, je vous repartagerai donc sur le replay du live. C'est 8 clients SSH, les 8 meilleurs clients SSH pour Linux, et je pense que pas que pour Linux, mais pour les systèmes Linux ou BSD par exemple. Donc moi j'utilise SSH en ligne de commande, l'OpenSSH de base. Je sais que pas mal de personnes aiment bien utiliser des IHM par-dessus. Donc ce petit article revient sur globalement les 8 alternatives que vous pouvez utiliser pour pouvoir accéder à vos machines en SSH. Donc je vous repartagerai ça. Donc évidemment, il y a OpenSSH, on va retrouver PuTTY. PuTTY, je sais qu'il fonctionne sous Linux, mais pour être très très honnête, je n'ai jamais vu personne utiliser PuTTY sous Linux. Les seuls utilisateurs et utilisatrices que je vois de PuTTY, ce sont des gens qui travaillent sous Windows et donc qui veulent accéder à SSH, un serveur en SSH. Voilà. Ensuite, MobaXterm, ça je vais déjà parler de MobaXterm, donc qui est un terminal avec un serveur intégré. Il y a Remina que j'utilise beaucoup, que je vous conseille d'ailleurs si vous faites du remote desktop, donc du RDP, du VNC et tout ça. Je vous conseille de l'utiliser puisque ça permet d'avoir un seul logiciel qui vous permet d'accéder à distance donc, à l'affichage graphique de vos machines. Et en plus, il inclut dedans un support SSH, donc vous pouvez vous connecter en RDP, en VNC ou en SSH quasiment à n'importe quelle machine, donc c'est plutôt pratique. Moi j'utilise Remina essentiellement pour du RDP ou du VNC sur certaines machines. Après, Termius, je ne connais pas, je n'ai jamais essayé. Voilà. Donc il y a différentes, il y a différentes solutions, beaucoup moins connues. Par exemple, prenons SolarPuTTY, par exemple. Et donc il y a un petit tableau comparatif à la fin qui permet d'avoir une petite synthèse des outils. Donc je vous partagerai ça parce que c'est un sujet qui vient assez régulièrement pour des gens qui ne sont pas forcément aguerris à la ligne de commande ou qui aiment bien les IHM avec tout centralisé. Donc ça permet quand même d'avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, voilà. Pour la suite, là je suis un petit peu en retard, donc je voulais parler de ce sujet. Je vais en parler extrêmement rapidement. Voilà. Donc sur Blue Sky et sur Twitter aussi, je crois, il y a l'ami Benjamin de Vissa donc, qui a fait une requête en disant voilà, imaginons que j'ai besoin de coder un système de stockage de mots de passe. Alors, je vais reprendre son tweet, son skit de départ. Si j'y arrive. Ah, je n'ai pas cliqué sur le bon. Hop, c'est ici que ça se passe. Où est-ce que c'est? Alors là, ça revient pas. Alors attendez, je vais reprendre sur Twitter parce que j'avais vu son tweet de départ, Benjamin Dovissa.
Et oui, bah si, si, c'est ça. Bon, je crois qu'il y avait un post juste avant. Et donc, Benjamin dit, imaginons que j'ai besoin de coder un système de stockage de mots de passe, forcément, ils ne seront pas stockés en clair. Imaginons que plusieurs personnes aient besoin de voir ces mots de passe en clair. Quelle serait la meilleure solution qui ne soit pas une solution propriétaire? Et en fait, je vois ce que veut dire Benjamin, parce qu'il y a eu le sujet de Terraform ces derniers temps, et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se disent, oh là là, si je prends une solution open source, mais derrière c'est une entreprise, ça va être une solution plus ou moins propriétaire, il va y avoir les changements de licence, etc., etc. Après, lui, il parle de la partie propriétaire pure. Et ce qui en ressort de ces essentiellement des propositions qui ont été faites, bah, c'est ce que je lui aurais fait aussi comme proposition, c'est d'aller regarder du côté de Bitwarden ou de Passbolt. Moi, je suis pas gros utilisateur de Bitwarden. Par contre, j'utilise énormément Passbolt que j'ai mis en place dans mon entreprise actuelle, qui est un coffre-fort à mot de passe qui fonctionne vraiment extrêmement bien, qui est très robuste. Par contre, effectivement, qui est tellement robuste, c'est que quand vous vous enrôlez sur ce logiciel, ça vous génère une clé privée puisqu'il y a du chiffrement symétrique et asymétrique. Et cette clé privée pour le chiffrement asymétrique qui permet de chiffrer la clé symétrique. Si vous perdez cette clé privée, même l'administrateur est dans l'incapacité de pouvoir récupérer vos mots de passe. Voilà, donc c'est votre secret, votre ultime secret, vraiment. Et donc c'est entre guillemets le seul inconvénient de Passbolt, c'est-à-dire que si vraiment vous perdez votre clé privée, vous êtes dans l'incapacité de réaccéder de nouveau à votre coffre-fort. Et il n'y a pas d'autre solution pour ça. Et c'est un peu l'objectif d'un coffre-fort, c'est qu'il soit que le secret reste totalement secret, qu'il n'y ait pas de porte dérobée ou de côté admin de façon de pouvoir accéder à vos mots de passe par un moyen détourné. Donc une fois que c'est chiffré en base de données, c'est chiffré en base de données et votre clé privée, c'est la seule qui existe, qui vous permet d'aller déchiffrer vos datas. Mais pour autant, Passbolt, je trouve que c'est un super système qui marche super bien, qui vous permet donc qui dispose d'une interface web et qui dispose d'un plugin à installer dans votre navigateur et qui va vous permettre de pouvoir stocker vos mots de passe, de remplir vos formulaires, de pouvoir partager vos mots de passe aussi à d'autres utilisateurs qui sont enregistrés qui sont enrôlés sur l'instance Passbolt que vous utilisez. Puis vous pouvez partager donc soit des utilisateurs nominatifs ou créer des groupes et partager des mots de passe en lecture-écriture à ces groupes ou à ces personnes. Ça, pour le coup, c'est quand même super pratique. En tout cas, comme coffre-fort d'entreprise, je ne peux que conseiller. Voilà. La seule contrainte, comme je le disais, c'est il faut savoir bien protéger et garder un backup de la clé privée, parce que si la clé privée est perdue, on ne peut plus du tout accéder à son coffre-fort. Il n'y a pas d'autre moyen que de supprimer le compte et de recréer un nouveau compte, donc en perdant les mots de passe qui ont avec. Ça, je le sais parce que j'ai quelques-uns de mes utilisateurs qui régulièrement me disent « j'ai perdu mon petit fichier, puisque la clé privée est stockée dans un petit fichier texte. J'ai perdu mon petit fichier, est-ce que tu peux récupérer ?» Ah bah non, même moi je suis admin, mais même moi je ne peux rien faire pour pouvoir récupérer tes mots de passe. Donc Benjamin, si tu m'écoutes, je te le repartagerai. Moi je pense que Passbolt est une bonne solution. En plus ça s'installe assez facilement sur à peu près n'importe quelle distribution Linux. Moi c'est installé sur de la Debian, ça s'installe facilement, c'est écrit en PHP. Il y avait juste besoin de créer une base de données. Vous avez MySQL et Postgres qui sont supportés de mémoire. Et puis, et c'est tout. Donc, vous créez votre base, vous lancez l'installeur de Passbolt. Ça s'installe en 3 clics. Vous créez l'utilisateur administrateur et après, vous pouvez ajouter vos utilisateurs, les gérer. Vous pouvez partager vos mots de passe entre vous. Et donc, comment je dirais, l'extension de navigateur, ça vous permet de pouvoir ajouter vos mots de passe, de pouvoir pré-remplir les formulaires, etc. Comme Bitwarden, Voltwarden, dont j'ai déjà parlé. Voilà. Donc, voilà. Pour ces systèmes-là, après, on peut dire que Passbolt derrière, c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise, mais pour autant, le logiciel est libre. Donc, si jamais il se passe quoi que ce soit, un peu comme il s'est passé récemment pour HashiCorp ou d'autres boîtes, probablement qu'il y aura un fork et voilà, mais en tout cas, il n'y a aucune solution parfaite. Et je voulais vous partager aussi aujourd'hui
Si vous travaillez comme moi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le terminal, et que de temps en temps vous avez envie d'écouter de la musique, écouter de l'audio, ben, je vous conseille d'aller jeter un petit œil sur Rust Player. Rust Player qui est un lecteur multimédia qui est écrit en Rust mais qui ne fonctionne qu'en mode terminal. Donc son interface utilisateur est en mode terminal. Je vous ai préparé ça là. Hop, je vais l'afficher ici. On va agrandir un petit peu. Allez, on va faire un zoom avant. Voilà. Non, c'est pas là. C'est pas ici que je l'ai mis. C'est des... Merde, on va agrandir. J'étais pas dans le bon terminal. Voilà. Alors, j'ai dû le mettre dans le téléchargement de mémoire. Et Rust Player. Donc j'ai découvert ce petit lecteur là, je suis en train de regarder ça. Donc il est écrit en Rust, donc vous allez trouver sur GitHub Rust Player, il vous suffit de cloner le dépôt, d'installer les quelques dépendances qui sont nécessaires, bon, forcément la chaîne de compilation Rust. Vous avez besoin de libav-util et libav-format essentiellement comme les bibliothèques sur lesquelles il va s'appuyer. Rappelons que libav-util et libav-format ce sont deux bibliothèques qui font partie du projet FFmpeg. Et ensuite, vous avez juste à faire cargo build. Et puis, c'est tout. Voilà, moi c'est déjà compilé, donc ça va assez vite. Et puis ensuite, vous avez, où est-ce qu'il est, Target, voilà, debug. Vous avez juste besoin de lancer Rust Player. Et vous avez votre interface. Donc en mode terminal, sur lequel vous pouvez aller directement naviguer sur votre système de fichiers et puis aller écouter vos playlists, écouter vos musiques, vos sons. Voilà. Et ben, par exemple, je vais vous remettre ça que vous connaissez. Voilà. Donc, ça peut être pratique pour les gens qui, si vous êtes comme moi, vous passez votre temps essentiellement dans un terminal. Ça permet effectivement, vous mettez ça dans un onglet et puis vous pouvez lancer votre musique sans avoir une interface graphique de ouf. Ouais, comme tu dis, Gare du Nord, ouais, il y a des warnings. J'ai pris la dernière version qui était qui est le type du dépôt Git, mais il y a quelques warnings, mais bon, ça compile. C'est un projet qui est assez actif, hein. Il bouge pas mal. Et donc, vous pouvez donc écouter votre musique locale ou la musique en réseau aussi. Voilà. Donc ça, c'est cool. Mammouth, tu dis, ici, je comprends bien, ici, c'est la secte Linux. Ah non, tu sais, ici, on est une secte pour à peu près tout. Donc, on a du Linux, du BSD, on a un peu de tout, mais bon, on n'est pas trop sectaire. Je pense qu'on est assez ouvert, même si on a des idées plutôt arrêtées sur pas mal de choses. Ouais, mais effectivement, Mammouth, moi je vais parler essentiellement de beaucoup de l'univers Unix, Linux, BSD, etc. Puisque je n'utilise que ça dans mon quotidien. Mais on va essentiellement parler ça, mais il m'arrive de parler de Windows, de macOS, de différentes choses. Je parle beaucoup de logiciels libres et de différents sujets. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on soit tellement sectaire, donc tout le monde est le bienvenu. Mais on a en tout cas une ligne éditoriale qui est très très orientée sur ces sujets. Donc Titi, tu dis où j'ai trouvé des sujets et j'ai préparé mon Steam Deck. Ouais, cool. Alors Titi, je termine très 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 rapidement et après je te laisse la main. Oui, j'ai bien compris, Mammouth, que c'était une boutade. Et il n'y a pas de problème, hein. Ici, on se dit tout, on échange, on est entre nous, on essaye de passer un bon moment et de pas se fâcher entre nous. Et je comprends très bien qu'aussi, même des visiteurs ou des visiteuses qui seraient extérieurs, qui sont pas forcément d'accord avec moi, tout le monde peut être libre d'exprimer son opinion et on peut en discuter. Et c'est à ça que sert aussi le live, pour pouvoir discuter, échanger, dialoguer sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et donc, je voulais vous parler donc, du dernier sujet qui était dans mon terminal. Je vous avais parlé il y a quelques temps que je m'étais remis au JavaScript. Enfin, c'est pas que je m'étais remis, mais j'étais en train de recoder quelque chose en JavaScript et je me suis dit, ah ouais, tiens, je me souviens pourquoi j'aime pas le JavaScript, parce que typage dynamique, tout ça. Et alors, comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup plutôt les langages
J'aime beaucoup, comme dit Titi, je fais beaucoup de Rust en ce moment, ça devient suspect. C'est vrai que j'en touche pas mal, mais je code pas trop, pas beaucoup en Rust encore. Mais comme je disais, j'aime beaucoup les langages à typage fort et à typage non dynamique. Et c'est vrai que revenir sur, quand je passe du C++ ou du Rust sur un langage type JavaScript, des fois ça me fait un petit peu mal au derrière. Après, c'est des questions d'habitude, hein, c'est comme tout, mais je suis moins fan, on va pas se mentir, des langages à typage faible ou des langages à typage dynamique. Voilà. Parce qu'on peut être typé dynamiquement mais à typage fort, par exemple comme le Python, qui est un typage fort mais dynamique, et typage faible et dynamique, par exemple comme le JavaScript. Alors pour moi, le type de langage tel que JavaScript, pour moi, c'est presque ce qu'il y a de pire, parce qu'au final, on est obligé, enfin de mon point de vue, en tout cas dans ma façon de travailler, je fais beaucoup de programmation défensive du coup. Ce qui me permet d'obtenir du soft qui est robuste, mais finalement avec beaucoup de code qui est là pour pallier un petit peu les défauts du langage. Voilà. Alors, Fabien, tu me dis, tu as essayé Helm. Oui, tout à fait, j'ai essayé Helm et c'est très bien. En fait, pourquoi là, je me suis lancé dans un projet en JavaScript? Parce que je voulais faire un truc sans surcouche. Je voulais pas utiliser de TypeScript, je voulais pas utiliser de Helm. Sinon, j'aurais pu faire aussi mon projet en C++ et le transpiler en Wasm, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, Lunkid, Python, c'est du typage fort. Ouais. C'est du typage fort, mais dynamique. Après, les gens se disputent un petit peu ce sujet. Les gens considèrent que c'est du typage faible ou pas. En fait, c'est du typage fort. Quand tu manipules un int, c'est un int. Il n'y a pas de transtypage magique par défaut. Où tout d'un coup, un coup tu vas obtenir un int, un coup tu vas obtenir une chaîne. C'est moins magiciel, on va dire, que le JavaScript de ce côté-là. Mais si tu vas sur différents sites, je ne parlerai pas que de la page Wikipédia, tu verras que Python est rangé dans le typage dynamique mais fort. Voilà. Et donc oui, tellement dit, comme tu dis Fabien, tellement dynamique qu'au final le compilo t'aide pas. Bah, c'est vrai que en fait la problématique que j'évoquais l'autre jour sur mon projet, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de programmation qu'on peut faire. Comme tu n'as pas de phase de compilation et que tout est fait au runtime, effectivement il y a des choses que tu ne vois qu'au runtime. Et ça c'est un peu dommage. Mais bon, tout ça pour dire. Je disais qu'à l'époque, il n'y a pas longtemps, que j'étais en train, je me suis mis bien en tête de faire ça, d'écrire un émulateur de chip AY38910, donc pour faire du chiptune. Donc c'est le chip sonore qui est dans les Amstrad CPC, dans beaucoup de bornes d'arcade des années 80, dans l'équivalent dans l'Atari ST, au travers de son chip sous licence Yamaha YM2149, et donc d'en faire une implémentation directement en JavaScript Vanilla, pour faire un lecteur de chiptune en JavaScript dans le navigateur. Donc j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai commencé à écrire donc l'émulateur en lui-même, et puis après je me suis dit il faut que je sorte un son, et j'ai commencé à m'intéresser à l'API Web Audio, donc qui est une API qui est plutôt intéressante, mais effectivement qui a quelques restrictions. Par exemple, on ne peut instancier un contexte Web Audio que si on a cliqué sur une action utilisateur, et ça je pense que c'est fait pour éviter que certains sites par exemple, lance en tâche de fond la lecture d'un son, la génération d'un son, ou ait accès au micro, par exemple, etc. Enfin, il y a différentes choses sans qu'il y ait eu un consentement de l'utilisateur. Donc, en fait, ça complique aussi la mécanique d'utilisation de Web Audio, parce qu'on peut instancier et créer les contextes audio, et donc de quoi jouer de l'audio, que si l'utilisateur a appuyé sur un bouton. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc, ouais, ok Titi, je termine très rapidement, dans 3 minutes on est chez toi. Et donc voici, donc, moi, je travaille sur mon GitLab privé, donc j'ai déjà créé la partie, donc là c'est un projet qui est fait avec Hugo, et dans lequel j'ai rangé directement, je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà, mon code. Donc, en gros, ça se résume dans l'index.js. J'instancie une version Y, une instance de la classe YPlayer. Et dans mes modules, je me retrouve avec l'émulateur en lui-même.
Donc, qui est quasiment terminé. Il me reste quelques petites choses à faire, comme la gestion des enveloppes, tout ça. Mais en tout cas, l'émulateur en lui-même, il est implémenté avec le générateur de bruit blanc, le tone generator pour les 3 voix, etc. Donc, la gestion des entrées-sorties. Donc, il y a une API qui est assez consistante sur le sujet. J'ai commencé à créer le processeur qui est l'Audio Worklet Processor. Donc, c'est ce qui est instancié par Web Audio qui va tourner en tâche de fond pour pouvoir dire à mon émulateur, vas-y, génère-moi X octets qui contiennent du son pour pouvoir l'envoyer sur les haut-parleurs. Donc ça, c'est en cours de travail. Et puis donc l'Y Player, donc développé, donc qui va se binder sur une petite interface web, récupérer les contrôles qui sont sur l'interface web pour pouvoir avoir play, stop, next, previous, et gérer le son. Donc là, pour l'instant, je suis en cours de travail là-dessus, et je voulais vous montrer pour l'instant où j'en suis dans mes pérégrinations. Donc si je fais un make serve zoo, donc voici ça, et on va se mettre sur localhost 1313. Et donc pour l'instant, ne me jetez pas la pierre, j'ai pas fait du design pour l'instant, hein, j'ai juste de quoi qui permet de jouer un son. Voilà, je peux régler le volume, arrêter le son et tout ça. Donc tous les contrôles sont bindés. Donc je pense que très très rapidement, je vais avoir de quoi jouer du chiptune directement dans le navigateur. Et donc pour récupérer les musiques de nos jeux préférés des années 80. Et puis voilà, c'est un petit projet, petit side project que je me suis lancé il n'y a pas longtemps. Donc là c'est bon, je sais utiliser l'API Web Audio, j'ai juste maintenant à binder la génération du son côté AY8910 et l'envoyer donc dans l'Audio Worklet Processor custom que j'ai fait pour pouvoir générer le son et le sortir, et ensuite naviguer dans les différentes musiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a l'ami Thierry qui nous attend sur sa chaîne. Donc ça m'a fait plaisir que vous soyez toutes et tous ici. Si vous avez des choses qui pop dans votre tête, n'hésitez pas à les envoyer soit par DM, soit sur Twitter, soit sur Blue Sky, comme d'habitude. Pour le projet de player AY38910, là je travaille dessus sur mon GitLab, et une fois qu'il sera dans une première version un petit peu utilisable, bien évidemment je le mettrai sur mes miroirs GitHub, GitLab et Bitbucket, comme tous mes side projects, comme je fais habituellement. Et voilà, on a fait le tour. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, une très très bonne semaine. Je vais vous faire plein de bisous, et puis on va basculer chez l'ami Thierry qui nous attend avec un plaisir non dissimulé. Donc allez, raid Titimobi. Hop, je vais lancer ça tranquillement. Le raid a été créé et on va y aller tranquillement. On va voir ce qu'il va nous raconter. Je crois qu'il a des choses à nous montrer. Moi, je vous fais donc des bisous, et je vous dis très probablement à la semaine prochaine. Allez, bye bye, on lance le raid.